L'argent est une forme de pouvoir, mais l'éducation financière est encore plus puissante. L'argent, ça va et ça vient. Mais si on vous enseigne le bon fonctionnement de l'argent, vous acquérez du pouvoir face à lui. Aujourd'hui, sur la boussole, nous allons donc évoquer le sujet de l'éducation financière et pour cela, on vous a déniché une experte en la matière, Céline Akweou. Alors, bonjour Céline, Bonjour Célina, comment tu vas? ça va très bien. Ben, écoute, merci en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est tout un plaisir et un honneur de te recevoir aujourd'hui pour parler de l'éducation financière. Alors, on va commencer par l'introduction. Ça va être très rapide. On va revenir sur ton parcours, tes activités professionnelles et tes passions. Donc là, on va commencer par ton parcours. Je te laisse te présenter comme tu veux. Alors mon parcours, j'ai fait des études de droit, master, j'ai bien aimé étudier, droit des affaires, fiscalité. J'ai aussi fait de la finance dans une école de commerce. Et après, j'ai commencé mes activités professionnelles comme juriste. Ensuite, je me suis lancée dans le monde des affaires. Avant de commencer la gestion de patrimoine, la gestion de budget et le conseil financier. Très bien. Écoute, il y a plein de choses, hein. Donc tout ça, c'est les activités professionnelles. C'est ça. D'accord. Juste dans un ordre, tu as commencé par quoi? Donc tu as commencé par... Par le droit. Ok. Alors, j'ai été responsable juridique, Ok. notamment dans une ONG. Et à chaque fois que je travaille, j'aime bien qu'il y ait des valeurs qui me correspondent derrière, à savoir l'éducation, à savoir la bienveillance, à savoir la mise en avant de la communauté et aussi dire et expliquer aux gens la nécessité de pouvoir s'éduquer dans le monde de la finance. Très bien. Écoute, merci. Alors, venons-en aux passions, parce qu'il n'y a pas que les activités professionnelles qui C'est sont ça. génératrices de revenus. Il y a également les passions. Donc, je te laisse un peu nous partager avec nous tes passions. Alors, au cas où vous n'avez pas remarqué, j'ai les cheveux naturels. Donc, ma D'accord. passion, c'est les cheveux naturels, la cosmétique naturelle. Ok. Et il y a quelques temps, j'ai créé des produits pour les cheveux naturels, pour les faire pousser. J'ai aussi travaillé pendant quelques temps en Afrique de l'Ouest avec des salons de coiffure pour leur expliquer comment est-ce qu'il faut coiffer les cheveux crépus. Ouais. Et bon, je me suis rendu compte quand même que sur place, c'est un peu compliqué. Ah. Voilà. Donc il y a plusieurs tendances. À une époque, le cheveu afro était considéré comme une mode. Et pour moi, ça me déçoit hein, parce qu'il faut que ce soit au-delà de ça. D'accord. Faut l'accepter parce que ça fait partie Ça fait de partie, soi. ça fait partie de nous exactement. D'accord. Et bon, ça c'est l'une de mes passions. Une autre passion aussi, c'est la cuisine, Ah. même si j'ai plus trop le temps de cuisiner. Voilà. Et bon, le sport, les voyages, un peu comme tout le monde. Un peu, ouais. Comme tout le monde. Un peu, ouais, les bons plaisirs de la vie. Et c'est ça. Ça marche. Exactement. Alors, tu veux rajouter quelque chose peut-être à la présentation? Parce qu'il y a des gens qui aiment bien se définir, je sais pas, par rapport à une philosophie de vie. Et toi, on le perçoit peut-être. Bon, je dirais pas que j'ai une certaine philosophie de vie particulière. Ce serait plutôt la simplicité, même pas tant que ça, parce que trop simple, voilà. La bienveillance, mais en même temps, Il faut voilà, équilibrer les il choses faut parfois. équilibrer, voilà. D'accord. Très bien. Bah, écoute, merci pour cette présentation. Il y a pas- Donc là, on va aller vers le cœur du sujet. On va parler d'éducation financière maintenant. Tout à fait. Alors, je vais pas dire que je suis novice. J'en ai quelques bases, mais pour le grand public, quelle définition pourrait-on donner à ce mot, éducation financière? Alors, l'éducation financière, on va dire que c'est vaste. Mais moi, la définition que je vais donner à l'éducation financière, c'est la capacité nous-mêmes à nous développer de manière financière en prenant des décisions qui vont être éclairées pour notre avantage. D'accord. Je ne sais Ok. pas si c'est Est-ce que assez clair. tu peux redire? Donc, en fait, c'est la capacité à prendre des bonnes décisions financières pour pouvoir se développer à notre avantage. Très bien. Si je donne un exemple, c'est quoi? Si, par exemple, j'ai besoin d'acheter une voiture, il faut que je me pose certaines questions. Exactement. La voiture que je vais acheter, je l'achète neuve ou je l'achète d'occasion?
Si je l'achète neuve, est-ce que je vais recourir à un crédit ou est-ce que je vais payer cash? Ça, ce sont des questions qu'on va se poser. Et derrière, l'idée qui sous-tend derrière, c'est est-ce que ma décision va être à mon avantage sur le long terme? Ou est-ce que la décision que je prends va plutôt être à l'avantage de la banque, de l'organisme de crédit ou de l'entreprise qui va me vendre la voiture ou du concessionnaire? Voilà. D'accord, très clair. Donc, je retiens 3 mots-clés. Donc, prise de décision, développement et avantage. Exactement, pour soi. Pour soi. Pas pour la banque ni pour les vendeurs, etc. Exactement. Et pour aller un petit peu plus loin, quand je faisais mes études en école de commerce, on nous apprend surtout à créer de la valeur pour les sociétés, pour les entreprises. Mais à aucun moment on ne dit créons de la valeur financière pour nous-mêmes. Et qu'on ne nous explique créons de la valeur financière pour nous-mêmes. Et là, ça m'a vraiment pris comme un coup de fouet à la figure. Si on veut se développer, on doit prendre nos propres décisions nous-mêmes. Et pour cela, il faut s'éduquer. Exactement, très bien. C'est vrai que oui, c'est vrai qu'en général, bon après, à l'école, on nous demande de créer de la valeur. C'est vrai qu'on n'est pas, c'est pas axé en nous. Oui, mais même, il y a des masters ou des licences qui vont être axées entrepreneuriat. Oui. Mais j'estime, et en ayant lu certains programmes, ce n'est pas de l'entrepreneuriat dans le développement financier de la personne. C'est de l'entrepreneuriat dans le développement de la société. Ce qui n'est pas pareil, en fait. D'accord, ouais, très belle nuance, on a, ouais, d'accord. Et pour toi, actuellement, nous sommes, peu importe le profil, ce serait quoi l'intérêt d'avoir de l'éducation financière? Il y a tout intérêt, sinon on va avoir difficilement à prendre des décisions. Il y a des gens qui, à la fin du mois, vont se retrouver toujours dans le rouge, alors même qu'ils gagnent bien leur vie. Il y a des gens, par exemple, quand je vais travailler avec eux et que je vais voir qu'à la fin du mois, leur salaire est 3 000 euros, ils ont des dépenses fixes d'environ 1 200 euros ou passent les 1 800 euros. D'accord? Et à contrario, il va y avoir une personne qui va être au SMIC, 1 200, 1 300, qui à la fin du mois, il va lui rester 400 euros. Donc la personne la plus riche entre les deux, c'est la personne à qui il reste de l'argent. Et ça, c'est hyper important à comprendre, en fait. Ok, très clair. Et une autre question, parce qu'éduquer, ça veut dire aller vers la connaissance. Pour toi, c'est quand le moment opportun pour aller vers l'éducation financière? Ah, le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Ma fille est là, 11 ans. Et dès qu'elle a 8 ans, je lui ai expliqué, chaque fois que tu as de l'argent, ton premier réflexe, c'est de penser à mettre de l'argent de côté, à investir cet argent-là, et ensuite, tu peux t'acheter ce que tu veux. Donc, c'est quelque chose qu'elle a compris. C'est quelque chose qu'elle a compris parce qu'il faut l'inculquer le plus tôt possible. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éducation, ça prend du temps. Exactement. Ça prend beaucoup de temps avant de devenir une habitude. Et donc, nous, en tant qu'adultes, nous avons un devoir envers les enfants de leur expliquer comment se développer financièrement. Malheureusement, ce ne sont pas des matières qui sont étudiées à l'école. Exactement. Donc, ça sera le rôle des proches et des parents de pouvoir inculquer cela à leurs enfants. Très bien. Donc, le plus tôt, c'est mieux. Ah oui, le plus tôt, c'est mieux. On va faire un peu de la mise en situation parce que j'aime bien qu'on applique ça à la vie quotidienne. On prend l'exemple d'un jeune actif, 25-26, qui a du mal à gérer ses finances, qui n'a pas eu très tôt, comme ta fille, la chance de connaître un peu. Parce qu'on nous dit que l'argent, c'est une question aussi d'état d'esprit. Pour toi, quel type de mindset d'abord? Comment, en tant que personne, intérieurement, mentalement, on se cultive d'abord pour aller vers cette éducation financière? Ah, c'est une question très compliquée. Parce que déjà, ça dépend de la famille d'où tu viens. Exactement. D'accord? Si par exemple, moi j'ai eu des jeunes personnes avec qui j'ai travaillé, elles m'ont expliqué à multiples reprises, ben nos parents nous ont pas dit, donc nous on savait pas. C'est ça. Donc tu peux pas, le mindset il peut pas venir comme ça. Ça vient soit de tes parents, soit de ton entourage, soit d'une émission que tu as vue,
quelque chose sur lequel tu es tombé qui t'a incité à aller vers cette connaissance-là parce que tu n'y vas pas d'office, en fait. D'accord? Donc, en tant que jeune actif, le mindset, il va pas être là tout de suite. D'accord. C'est ça le souci. C'est ça le Exactement. principal souci. Donc, on va se retrouver avec des jeunes actifs qui viennent d'une famille où l'éducation financière est innée, même si l'éducation financière n'est pas innée, c'est que les parents, dès le départ, ils ont des personnes qui les accompagnent, ils ont des conseillers financiers privés ou encore des gestionnaires de patrimoine privés, et dès que l'enfant commence à travailler, ils l'emmènent le voir parce qu'ils ont eu cette habitude-là. Donc, ce genre de personne n'a pas forcément un mindset bien spécifique, c'est juste j'écoute mes parents. Donc, du coup, quand le jeune actif, il va entrer sur le marché du travail, il va percevoir ses salaires. Nous, derrière, et c'est le travail que on essaie de faire au quotidien, c'est de leur expliquer, est-ce que tu as fait attention à ça? Est-ce que tu as fait attention à tes dépenses? Est-ce que on va expliquer que il faut établir un budget à la fin du mois, il faut respecter le budget et ainsi de suite. Tout ça, c'est du travail qu'on fait au fur et à mesure. Le mindset, il n'est pas là de base. D'accord. À contrario, on va avoir également d'autres personnes qui ont vécu dans un environnement qui ne leur plaisait pas. Et par conséquent, ils vont vouloir prendre des décisions qui vont être différentes de ceux de leurs parents. Et c'est là qu'ils vont arriver à développer un certain mindset. Donc, ils vont aller vers la connaissance pour dire, ben moi, je veux pas me retrouver dans une situation où je suis dans le rouge tout le temps. Je veux pas être comme mes parents qui sont vieux, qui n'ont pas d'argent, qui sont couverts de dettes. Donc, je vais agir différemment. Et ces gens-là vont aller chercher l'information et c'est au fur et à mesure que ils vont changer. D'accord. Très clair. J'en sais un peu plus parce que tu entends toujours des personnes qui sont pas sensibles à ce sujet. Ils te disent, moi, c'est cueillir le moment présent. Il y a d'autres qui sont hyper sensibles à cela. Ils sont hyper disciplinés. Et maintenant, venons-en peut-être aux outils du quotidien de gestion financière. Donc, pour toi, tu prends un individu lambda, tu as une séance de coaching peut-être avec lui. Quelles sont les bases? Comment il doit commencer? Comment il doit procéder pour accéder à... Alors, ouais, c'est une très, très bonne question. La première des choses, c'est de pouvoir lister ses dépenses. D'accord. Et tu vas être vraiment très surprise parce qu'il y a des gens qui ne savent pas combien ils dépensent tous les mois. D'accord? Donc, on est là, on s'assoit, on liste les dépenses. Ça, c'est le b.a.-ba, en fait. On n'a même pas besoin d'outils spécifiques si à la base, on ne sait pas lister nos dépenses. Ah oui. Et il y a des gens, ils veulent pas lister leurs dépenses parce que ils ont un certain travail psychologique et mental à faire sur eux-mêmes. Parce qu'ils sont dans la fuite. Ils veulent pas faire face à la réalité financière. Mais c'est des gens qui vont aller droit, la tête dans le mur. Et c'est pas une bonne chose. D'accord. Donc, la première des choses, c'est lister ses dépenses. L'intégralité toutes ses dépenses. Toutes ses dépenses, sans exception. C'est la première des choses qu'on fait. Et après, quand on a listé ses dépenses, on fait un bilan de sa situation. Est-ce qu'on est dans le rouge? Est-ce qu'on est dans le noir? Dans le rouge ou le vert, pardon, ou le vert. Voilà. Et quand on détermine si on est dans le rouge ou le vert, on va dire, mais quels sont mes objectifs, en fait. Quand on a déterminé ses objectifs, c'est là qu'on va pouvoir faire une répartition de son budget. Soit on va décider de réduire certaines dépenses ou on va augmenter certaines dépenses. Ça dépend de nos objectifs. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Et là, c'est l'aspect pratique. Théorie plutôt, parce qu'en pratique, ça devient compliqué parce que parfois, tu accompagnes peut-être une personne, vous avez mis en place tout ça et ça ne respecte pas peut-être la répartition. Oui. Alors, la question que moi, j'ai posée à la personne, c'est quelle est ta volonté? Quelle est ton envie? Quelle est ta rage d'atteindre tes objectifs? C'est ça la question que je vais poser. Parce qu'effectivement, tout au cours de notre vie, on va se rendre compte qu'on va tomber sur des personnes qui ont des désirs. Mais ces désirs ne sont pas des objectifs. C'est quand tu as des objectifs que tu arrives à avoir la volonté au fond de toi de les respecter. Mais en fait, quand on parle de gestion budgétaire, on ne parle pas de se serrer la ceinture. D'accord? On ne parle pas de ça.
On ne parle pas de se serrer la ceinture, on parle de mieux répartir son budget, mais évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont plus de dépenses que de revenus. Et donc, par conséquent, eux, ils doivent aller augmenter leurs revenus en faisant des side business, en travaillant à côté, en se formant pour faire autre chose. D'accord, très bien. Moi, je veux bien qu'on revienne sur ce sujet parce que c'est vrai que même quand j'en parle à mes compères, on a l'impression que l'éducation financière, c'est un peu se serrer la ceinture. On a toujours cette notion qu'on va avoir une vie très réglo, disciplinée, on n'a pas le droit de faire certaines dépenses et tout. Donc, c'est vrai, je pense, de se dire dans l'idée qu'il y a un objectif derrière et on est là pour mieux gérer ses finances et avoir plus de pouvoir à l'argent. Exactement. Donc, voilà. Tout à l'heure, tu as parlé d'augmenter ses revenus quand on est dans le rouge. Alors, on entend par-ci investissement, side business ou même multiplier les emplois. On va commencer par l'investissement peut-être. Alors, investir, quand on prend le verbe investir, ça veut dire quoi déjà? Quand on dit investir. Alors, quand on parle d'investissement, ça suppose qu'on puisse mettre de l'argent à contribution pour pouvoir obtenir des gains complémentaires. D'accord. C'est-à-dire que je place de l'argent dans le but d'obtenir des gains complémentaires sur le long terme. C'est ça qu'on appelle de l'investissement. Très bien. OK. Et en tant que jeune actif, quels sont les investissements les plus, on va dire, accessibles qu'on a pour commencer? Ça dépend des objectifs. On peut jamais prôner une idée générale si on n'a pas les objectifs de la personne, si on n'a pas le profil de la personne. Est-ce que la personne est une personne qui a peur de tout? Bah oui, si c'est une personne qui a peur de tout, on va arriver difficilement à lui faire investir ou que ce soit. D'accord? Si c'est une personne qui, elle, par contre, elle n'a peur de rien, elle veut prendre des risques, là, on va plutôt lui faire investir son argent dans des plans de capitalisation ou autre quoi. Ça dépend. Ça dépend vraiment du profil de la personne. Et du profil. Très bien. Et venons-en un peu au side business, parce que à défaut d'investir, on peut avoir des choses à côté. Je sais que tu as des activités professionnelles. Oui. Alors, c'est pas très facile parce que on entend parler, c'est au bout de 3 ans que j'ai commencé à générer des revenus. Comment, du coup, bien équilibrer ou même comment dealer avec ce tremplin pour ne pas se faire avoir peut-être parce que au début, peut-être, tu vas accumuler des emplois, tu vas commencer à investir une partie. Comment se fait la transition, justement? Alors, c'est vrai que on peut pas parler non plus de généralité parce que ça dépend des gens. D'accord? On va avoir des gens qui ont des affinités particulières. Quand on parle de side business, il faut pas penser que je me lève et que je me décide de faire un business à côté. Tu m'as parlé tout à l'heure de mes passions. Il faut que les business que tu choisis à côté de tes activités fassent partie de tes passions. Et donc, quand tu travailles, tu ne ressens pas cette douleur. C'est important. C'est hyper important parce que en tant qu'entrepreneur ou quand on décide de créer un side business, on devient entrepreneur en même temps que salarié. Il faut qu'on ait cette joie de pouvoir travailler à côté de son travail salarié, de pouvoir réfléchir, de pouvoir faire des choses. Donc, la première des choses à avoir, c'est la passion et l'amour de ce qu'on fait. Parce que sinon, on ne tiendra pas sur le long terme. Ensuite, deuxième des choses, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Et il y en a qui vont aller faire des tests pour savoir, bon, qu'est-ce qu'ils ont bilan la capacité de compétences, de faire. Voilà, ça veut être pas forcément des bilans de compétences. Il y a aussi faire son ikigai. Il y a aussi d'autres tests que les gens ont la possibilité de faire pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment vraiment. Donc, on va trouver des outils en ligne pour pouvoir s'orienter et savoir vers quel métier est-ce qu'on peut aller pour pouvoir faire un side business. Moi, ma particularité, c'est d'avoir 1000 idées de business à la minute que je peux proposer à certaines personnes qui, en général, sont ravies de mes idées. Voilà. Et d'avoir aussi construire autour de soi un environnement adapté. Ah, ça c'est important. Ça, c'est hyper important.
être entouré des personnes qui réussissent Mhm. et qui vont dans la direction dans laquelle on veut aller. En gros, si on veut se sortir d'une situation compliquée, financière compliquée, Mhm. il faut pas qu'on soit entouré de personnes qui sont dans la même situation financière compliquée que nous, parce qu'on D'accord, n'aura pas d'opportunité. c'est vrai. C'est hyper important à comprendre. Donc, il faut changer son environnement et c'est comme ça qu'on va arriver à faire la transition pour pouvoir passer à autre chose. Ouais, je pense que ça, c'est le meilleur conseil parce que du coup, comme on dit, l'humain est le remède de l'humain. Donc, je pense Exactement. qu'à force de te frotter aux étoiles, tu deviens luciole, comme on a l'habitude de dire. Exactement. D'accord, très bien. Ben, écoute, Céline, on va faire une petite pause. On va faire un petit jeu avant de revenir sur peut-être ton univers entrepreneurial pour en savoir un peu plus. Donc là, ce que je te propose, c'est un jeu qu'on nomme AfriQuiz. Donc, c'est un jeu de culture générale. Je pense que tu en as beaucoup, comme tu as plusieurs idées. Je pense que également, tu as beaucoup de culture. Alors, donc c'est toi qui vas piocher. Donc là, j'ai un set de questions. Et alors, là, tu les vois pas. Je te laisse en choisir une. En espérant que je connais la réponse. Alors, je pense que c'est très facile, hein. Euh, Sinon, tu me fais un clin d'œil comme ça, je mais sinon, je te comprends. donne la réponse en douce. Langage des signes, tu connais. Alors, tu es prête? Oui. Quel pays n'a pas le swahili comme langue officielle? Je te donne ces multiple choices, comme on dit. Il y a il y a un seul pays, mais il y a plusieurs pays. Oui. Donc, Kenya, Burundi, Rwanda, RDC. Burundi. Très bien. Donc là, tu as marqué un point. Ben écoute, je pense que je vais te poser toutes les questions parce que là, je sens qu'on est à côté de quelqu'un qui s'y connaît très bien. Quel pays n'a pas le franc CFA pour monnaie? Mali, Guinée, Cameroun, Côte d'Ivoire. La Guinée. Ah, parfait. J'attendais. Alors, donc ça c'est bon. Que signifie l'expression camerounaise yamo? Danser, regarder, détester ou aimer? Aimer. Ben dis donc Merci, Céline, on dirait merci, que merci à mes amis camerounaises. clin d'œil à vous. Il te reste trois questions. Tu as déjà marqué 3 points. Ah, C'est un parcours triomphal. Alors, quelle langue également appelée tamaché qui est parlée dans la région du Sahara? Aoussa, Sokoro, Afar ou Touareg? Touareg. Tu as mangé quoi avant de venir aujourd'hui? L'avant-dernière question, quelle est la langue officielle adoptée par le plus de pays sur le continent? Africain. Oui, Ok. tu as le français, Oui. l'arabe, le portugais ou l'anglais. Ben, l'anglais. Parfait. Mais écoute, donc ça c'est la dernière question, je pense que tu vas avoir tous les points. Dans quel pays ne parle-t-on pas traditionnellement le Yoruba? Niger, Nigeria, Bénin ou Togo? Euh, Niger. Un parcours sans faute, comme on aurait dit dans Question pour un champion. Merci Céline de t'avoir prêté au jeu. Alors, on est dans la deuxième partie de l'émission Céline. Donc là, c'est focus sur ton parcours entrepreneurial. Donc moi, la première question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers l'entrepreneuriat? Je suis allée vers l'entrepreneuriat parce que j'avais pas le choix. Ok. Je n'avais pas le choix. J'étais dans une situation où j'étais pas en mesure d'avoir un travail salarié. D'accord. Du coup, pour m'occuper, je faisais de l'entrepreneuriat. Ok. Donc, mes idées fusaient, et c'est comme ça que ça a commencé. Et D'accord. surtout, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat nécessitait moins de fonds Ok. dans les pays africains plutôt qu'ici. Hmm. Et les gains sont beaucoup plus élevés D'accord. en Afrique plutôt qu'ici. Ah ouais, Il y a moins de charges, c'est vrai. il y a moins d'obligations, étant donné que la monnaie n'est pas la même, Ok. l'investissement initial est moindre. Donc c'était l'euro vers quelle monnaie en général en Afrique? Le CFA. Ok, d'accord. Il y avait le CFA, il y avait le CEDI et le Naira. Ok, donc tu as investi ou tu as... J'ai travaillé. D'accord. J'ai travaillé avec le Nigeria, Ok. le Ghana, Mhm. le Bénin, le Togo,
et le Burkina Faso. D'accord. Et c'était dans quel domaine d'activité? L'agroalimentaire. Très bien. Et pourquoi tu t'es tournée vers l'agroalimentaire? Tu pourrais choisir la cosmétique ou c'est venu après? C'était ensemble en fait. Ok, d'accord. Je suis une personne qui aime bien faire Beaucoup de choses en même temps. plusieurs choses en même temps. Et je faisais la cosmétique pour les cheveux naturels Mhm. en même temps que l'agroalimentaire. Parce que de Ok. toute façon, j'étais sur le territoire, donc voilà, je faisais ce D'accord. qu'il fallait que je fasse. Mhm. Ce sont des activités saisonnières. Ok, Et très donc, bien. ça me donnait le temps de faire autre chose après les saisons. C'est un bel équilibre en tout cas, parce que l'autre c'est Exact- saisonnière et l'autre tu as toujours ok, Exactement. des clients. Alors, donc là, je pense que tu as balayé plusieurs années d'expérience. Pour toi, quel est le bon côté de l'entrepreneuriat? Alors, le bon côté de l'entrepreneuriat, c'est la liberté de décision. Hmm. Et quand on est libre de ses décisions, on est libre de son temps. Mais par contre, le corollaire, Mhm. c'est que si on n'est pas une personne disciplinée, on n'y arrive Ah pas. oui, ça c'est. D'accord. Si on n'est pas discipliné de base et qu'on ne se force pas à faire certaines choses, on n'y Mhm. arrive pas. Le corollaire aussi, c'est que quand on est entrepreneur, surtout quand on vient de commencer une activité, Mhm. on a très peu d'heures de sommeil. Ah, donc, Ouais. ah oui, oui, oui. Ah ouais. Et aussi quand on se lance dans l'entrepreneuriat, notamment dans les pays en Afrique, Mhm. parce que je connais plus l'Afrique de l'Ouest que l'Afrique de l'Est, Mhm. on veut avoir tendance à déléguer parce que les salaires ne sont pas élevés. Mhm. Mais en fait, il faut pas le faire. Ok. Il faut pas le faire, faut tout faire soi-même au départ. Mhm. Comme ça nous permet de connaître toutes les spécificités de notre activité. Et Exactement. après, éventuellement, on peut déléguer. Et comme on dit, maîtriser sa chaîne de valeur et comprendre. Exactement. Du coup, ça me laisse, j'en rigole parce que comme tu dis, on a tendance à déléguer et parfois ça se passe pas comme on veut. C'est pas parfois, c'est tout le temps. Bon. Mais mais j'ai rencontré malheureusement dans mon parcours entrepreneurial en Afrique beaucoup de gens qui ont investi beaucoup d'argent, qui ont Ouais. tout perdu. Ah oui. Et j'en ai rencontré beaucoup parce que ils sont persuadés que avoir de l'argent suffit pour entreprendre. D'accord. Alors qu'en fait, c'est une mentalité qui est complètement différente, une façon de travailler qui est complètement différente. Il faut déjà comprendre son environnement. Mhm. Après qu'on a compris son environnement, là, on peut faire des choses qui sont géniales. D'accord. Donc ça, on est entre les deux mauvais et bons côtés. Mmh. Alors, est-ce que tu as des anecdotes qui te reviennent, que tu veux partager avec nous par rapport à ton parcours? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais qui t'ont vraiment marqué dans l'entrepreneuriat en Afrique. Ça, c'est... Je t'ai dit que j'ai travaillé dans l'agroalimentaire. Mhm. Donc, ça veut dire qu'on met une chaîne d'achat en place D'accord. pour pouvoir réceptionner la marchandise en ville. Mhm. Et du coup, ce qui se passait, c'est que quand toi, dans ta tête, tu te fais un programme, dans un mois, tu te dis, voilà, j'aurai X camions, j'aurai telle quantité de marchandises à la fin du mois pour pouvoir Mhm. l'envoyer par container à telle date, etc. Ça tient jamais. Ah, il y a le problème de délai. Il y a des problèmes de délai et ce qui m'est arrivé une fois, c'est qu'un chauffeur de camion s'était arrêté dans un village 4 jours Mhm. pour pouvoir aller voir sa chérie, une de ses maîtresses. Donc le mec, il a coupé son téléphone. Il était injoignable pendant 4 jours. Avec ta marchandise. Avec ma marchandise. Waouh. Et maintenant, C'est incroyable. pardon, va rire. Et en fait, c'était pas ça le pire. C'est que j'avais un employé parce que on peut pas laisser un conducteur de camion tout seul avec sa marchandise. Donc, on peut pas faire ça. Parce que ça signifie que tu laisses des millions dans la main d'un étranger. Donc, tu dois avoir un employé dans le camion pour amener le camion D'accord. Donc, ça te discréditait un peu toi aussi. Non, mais même pas, sauf que mon employé qui était avec le chauffeur du camion, il l'avait largué dans le camion comme ça pendant 4 jours. Attends, j'avais pas compris, je pense. Donc, toi, tu as employé quelqu'un, tu l'as mis avec le chauffeur. Mais oui. Et le chauffeur l'a laissé dans le camion. Débrouille-toi. Et lui, il s'est barré pendant 4 jours. Il est revenu. Ils sont revenus pour faire la desserte.
avec 4 jours de retard sur le délai de livraison. Et c'est quoi la sanction ou comme Bon, heureusement, il n'y a pas de sanctions très grandes, mais c'est vrai que s'ils avaient des partenaires qui étaient très exactement. rigides, ça m'aurait porté préjudice. Ah Mais ouais. quand on travaille en Afrique de l'Ouest, il faut être très patient. Très patient. C'est par rapport, je pense que peut-être on n'a pas la même notion du temps, l'urgence, parce que lui, il est parti voir sa chérie, peut-être, c'est pas le même ordre de priorité. Donc, d'accord. Donc ça, c'est sur l'agroalimentaire. Ok, on poursuit. Alors, j'étais allée une fois dans un salon de coiffure, ça m'avait beaucoup marqué. Mhm. Parce que je faisais aussi j'expliquais aussi aux coiffeurs que le fait de défriser les cheveux provoquait des maladies telles que les fibromes, cancer, etc. Et le coiffeur, il m'a répondu que les cheveux naturels que j'avais sur ma tête, c'était pas des cheveux, que c'est incoiffable. Que tes propres cheveux étaient incoiffables. Il m'a dit ça, c'est pas des cheveux, c'est incoiffable. Pour lui, des cheveux, c'est des cheveux défrisés. Ah ouais. Ouais. Le choc, ouais. Et ça, peut-être ça a créé un déclic chez toi, c'est ça? Ça n'a pas créé un déclic parce que je savais déjà. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a énormément de travail à faire. Il y a énormément de travail à faire. Énormément de travail à faire. Qu'on pense que nos propres cheveux avec lesquels on est Non, parce que j'imagine un peu la situation. ne soient pas nos cheveux. J'étais comme ça. J'ai bugué, en fait. Et tu es parti, tu as trouvé, j'espère, quelque chose. Bon, je voyais plusieurs coiffeurs. Dans une journée, je pouvais voir une dizaine de coiffeurs. Donc bon, ça m'a pas plus choqué que ça, mais je me disais, il y a énormément de travail à faire avec les gens parce que ça, c'est carrément du lavage de cerveau qui se sont fait à eux. Oui, parce que tu dénigres une partie de toi-même. Toi, exactement. Ce sont tes cheveux, c'est la nature. Exactement. D'accord. Écoute, merci beaucoup Céline pour ce petit focus sur ton parcours entrepreneurial. Là, on se rue vers la fin de l'émission. Donc, j'aimerais bien un peu que tu nous dis comment te contacter, peut-être pour les gens qui souhaitent être accompagnés sur leur gestion financière. Oui, vous pouvez me contacter sur Instagram, Céline AKHH, ou sur Facebook, Céline Akweu. Vous allez me trouver, hein, Céline plus notre famille, et je vous répondrai. Très bien, parfait. Est-ce que tu as un mot de la fin? Alors, un mot de la fin, c'est que gérer ses finances, c'est hyper important. C'est ça qui nous permet de pouvoir construire notre vie, construire notre patrimoine et avoir des projets également. Et je pense qu'on ne peut pas vivre sur Terre et toujours compter sur les autres. Il faut compter sur soi. Bien dit.